Les débats citoyens sur votre télévision de proximité, c'est tous les dimanches après-midi. Merci encore une fois de plus de votre soutien sans faille à Chérif la télévision. Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau de 100 langues de bois. 100 langues de bois qui reçoit aujourd'hui une sommité du monde des TIC, des technologies de l'information et de la communication. J'ai l'immense plaisir de recevoir le docteur Hamadoun Ibrahim Touré. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien. Merci de me recevoir ici sur votre plateau. Merci. Et pour les besoins de cette émission, j'ai fait appel à un collègue de la presse écrite, Monsieur Boukarine Daou. Comment allez-vous? Bonjour, moi je vais bien. Ça va? Ça va, oui. Bien, merci. Alors, docteur Touré, on est très ravis et très fiers de vous avoir sur le plateau de 100 langues de bois d'aujourd'hui. Avant toute chose, dans cette émission, nous avons une rubrique consacrée à présenter notre invité. Et tout de suite, on va vous proposer, chers téléspectateurs, la vidéo sur la biographie de cette immense personnalité ici présente sur le plateau de 100 langues de bois. Le docteur Hamadoun Touré, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications UIT depuis janvier 2007, a été réélu à ce poste pour un second mandat de 4 ans en octobre 2010. Le docteur Touré a commencé sa carrière professionnelle en 1979 au Mali, son pays d'origine où il a acquis une solide expérience dans l'industrie des satellites en tant que directeur technique de la première station terrienne internationale du Mali. Il a ensuite intégré le programme d'assistance et de développement d'Intelsat en 1985 et il a été nommé en 1994 directeur du groupe Afrique et Moyen-Orient à Intelsat, poste qui lui a valu une réputation de dirigeant énergique du fait de son engagement sans faille au service de différents projets de connectivité régionale comme Rascom. En 1996, il a intégré en tant que directeur régional pour l'Afrique ICO Global Communication, dont il a dirigé les activités pour l'ensemble de la région Afrique. Le docteur Touré, qui de longue date s'attache à promouvoir l'éthique moteur du développement social et économique, a d'abord été directeur du Bureau de développement des télécommunications BTD de l'UIT de 1998 à 2006. À ce poste, il a accordé une très grande importance à la mise en œuvre des résultats du sommet mondial sur la société de l'information, en lançant des projets fondés sur des partenariats avec les organisations internationales, les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile. Ressortissant du Mali, le docteur Touré est titulaire d'une maîtrise d'ingénierie électrique de l'Institut technique de l'électronique et des télécommunications de Leningrad et d'un doctorat de l'Université d'électronique, des télécommunications et d'informatique de Moscou. Il est marié, père de 4 enfants et de 2 petits-enfants et parle couramment 4 langues officielles de l'UIT, l'anglais, le français, le russe et l'espagnol. Dr Hamadoun Touré est détenteur de plusieurs titres honorifiques à travers l'Afrique et dans le monde. Un riche parcours assez impressionnant. Docteur Touré, on est très ravis une fois de plus de vous avoir sur le plateau de l'émission 100 langues de bois. Alors la vidéo que nous venons de proposer à nos téléspectateurs, la liste des titres honorifiques est entre guillemets exhaustive. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui manquent? Non, c'est tout simplement le fils du Mali qui a été en mission pour son pays et je reviens au pays avec le sentiment d'une mission accomplie. Comme vous le savez, je l'ai toujours dit, quand vous réussissez une mission, on parle bien de vous, mais quand vous ne la réussissez pas, c'est le Malien, c'est l'Africain, c'est le Noir. Et donc, j'étais très conscient de la hauteur de cette tâche-là et donc je me suis appliqué et je suis naturellement assez discipliné et dans la vie, donc je crois que j'ai pu faire honneur à mes compatriotes qui me l'ont rendu d'ailleurs. Une grande fierté pour le peuple malien. Alors, juste avant d'entrer en profondeur, les 4 langues officielles exigées par l'Union internationale des télécommunications, en plus de ces 4 langues, le français, l'anglais, l'espagnol et le russe, quelles sont les langues nationales que vous parlez? Mais je parle le Songhai d'abord, je suis Songhai, je suis né à Diré, mon père est de Gundam. Et donc, mais j'ai grandi à Ségou, j'ai fait mon école à Ségou et j'ai grandi à Baraweli, donc je parle couramment le Bambara aussi. Et donc, je suis très fier de pouvoir parler au moins 2 langues maliennes. La 3e langue, le Peul, je parlais ça quand j'étais tout petit, parce que mon père était
à Niatenke dans les années 59 où j'ai grandi. Et je parlais le peu à l'époque, mais je l'ai oublié. D'accord. On a donc sur ce plateau un véritable polyglotte, hein, n'est-ce pas, chers confrères? Oui, nous avons une immensité. C'est une ressource humaine extraordinaire. Maintenant, en tant que journaliste, la question que je pose, c'est comment va-t-il mettre en œuvre cette immense richesse au profit du développement du Mali? Oui, c'est une très belle question en fait. Et cette expérience-là que j'ai vécue à l'extérieur du Mali m'a servi évidemment. J'ai eu la chance de pouvoir aider d'autres pays à se développer. J'ai eu la chance d'être conseiller spécial de plusieurs chefs d'État. Et donc, c'est ce que je dis quand on parle des Maliens de la diaspora. Et quand vous partez du Mali, mais vous revenez enrichi, et enrichi d'une nouvelle connaissance que vous pouvez mettre à la disposition de votre pays. Et nous avons beaucoup de Maliens très brillants que j'ai connus justement pendant ces 30 années de plus de 30 années à l'extérieur du Mali. J'ai connu des Maliens très brillants. Et ce que je dis toujours aussi, c'est qu'il y a encore des Maliens très brillants qui sont restés ici. Ma grande question que je me pose à chaque fois, c'est comment ça se fait que la somme des Maliens est inférieure au total? Parce que nous sommes tous pris individuellement, chacun, nous sommes brillants. Et comment se fait que le pays traverse une situation à l'heure actuelle où nous n'arrivons pas à résoudre nos problèmes? Est-ce que vous avez une réponse? Mais ma réponse est simple. Il faut ajouter cette richesse que nous avons, les cerveaux humains. Nous avons tant de Maliens, il faut que nous puissions dialoguer, qu'il y ait une entente et qu'on puisse s'accorder sur des programmes à mettre en œuvre. Et il faut un leadership pour cela. Et c'est pourquoi je pense que à l'heure actuelle, il faudrait que les Maliens reviennent sur une table de dialogue et puis qu'on essaie de conjuguer nos efforts et travailler ensemble. Ça, c'est une qualité que le Malien avait dans le temps et qu'on a commencé à perdre depuis quelques années. Il faudrait vraiment revenir à cela. Alors, docteur Touré, vous venez de le dire, hein, vous avez passé plus de 30 ans, on va même dire près de 40 ans en dehors du Mali. Alors, est-ce que vous vous sentez réellement proche d'aujourd'hui du peuple malien? En fait, je n'ai jamais été loin du Mali, parce que pendant les 40 ans, j'avais eu la chance de pouvoir être au Mali au moins ici tous les 2 mois. Je peux le dire, j'ai eu la chance d'avoir ces moyens-là. Pour des raisons simples, je suis enfant unique et j'avais besoin de la proximité de mes parents. Et donc, quand ils ne me rendaient pas visite, souvent je m'assurais que je venais. Parce que, vous savez, dans notre société, dans notre tradition, vous avez beau aider les parents matériellement, la présence physique à un moment donné est importante, surtout à un âge avancé. Et donc, c'était important pour moi cette proximité-là. Et je tenais aussi à ce que mes enfants partagent la culture malienne. Et ils ont toujours pu être là avec moi et surtout partager cette proximité avec leurs grands-parents et leurs cousins et connaître la culture malienne. Donc je me suis attelé à cela et vraiment je suis fier du fait que j'ai pu quand même maintenir les racines ici au Mali. Et j'ai toujours été présent. J'ai été présent au Mali ici et évidemment j'ai travaillé pendant mes premières années. Après l'université, j'ai travaillé ici au Mali, j'étais le chef de la station terrienne de Suleiman Bourou. On l'a souligné dans la biographie. Que nous venons de dépasser tout à l'heure en venant à vos studios, à vos beaux studios, d'ailleurs félicitations tout d'abord. Et aussi, j'ai eu la chance de travailler avec les différents chefs d'État, les différents gouvernements ici. C'est pourquoi j'ai eu la chance d'avoir été chevalier de l'ordre national par le président Alpha Konaré et officier de l'ordre national par le président Amadou Toumani Touré. Je suis fier de ces 2 distinctions parce que c'est les distinctions de mon propre pays et c'est une reconnaissance. Et les efforts que nous avons mis en place, les programmes que nous avons gérés ensemble ici, ont quand même donné de très bons résultats. Au niveau individuel, docteur Touré, avez-vous laissé des traces en termes de réalisation dans les infrastructures de base de votre Gundam natal ou Diré natal?
dois-je dire? Oui, bon, les deux. Les deux. D'accord, donc de votre Gundam natal. Gundam natal et Diré natal, et ce sont des villes où je me suis assuré que les technologies de l'information et de la communication sont vraiment appliquées. Les dernières actions que j'ai faites il y a juste 2 ou 3 ans, c'était la donation des télécentres dans les écoles. Et donc j'ai inclus ces 2 villes-là, mais je l'ai fait aussi pour d'autres villes du Mali. Je l'ai fait pour Tombouctou, je l'ai fait pour Sikasso et Mopti. Et j'ai concentré les efforts dans les régions au lieu de les concentrer sur le Bamako. Et donc, il y a beaucoup de réalisations qui ont été mises en place. La couverture nationale de la télévision du Mali, j'ai été un des acteurs de cela. Et donc, et aussi à chaque fois qu'il y avait quand même des appels d'offres pour les différents opérateurs au Mali ici, j'ai été réellement impliqué. Et donc, je crois que j'ai joué mon rôle en tant que patriote pour que le Mali tire le meilleur bénéfice de cela. Et s'assurer qu'au niveau international, nous respectons les normes et puis que suffisamment d'investisseurs viennent au Mali ici. Je crois que les distinctions que j'ai reçues des 2 chefs d'État précédents dont j'ai parlé tout à l'heure ne seraient pas venues si je n'avais pas vraiment amené beaucoup d'investisseurs. Et je dois avouer que ces investisseurs sont venus au Mali ici, ils ont investi des centaines de millions de dollars dans certains cas. Souvent c'est des dizaines de millions, et souvent des petits dons. Mais la réponse était bonne parce que nous avons vraiment pu travailler afin que ces investisseurs-là puissent revenir. Parce que vous savez, quand un investisseur vient et qu'on lui parle avec des termes de corruption, eh bien, ils ne reviennent pas. Donc, vraiment, je suis très heureux que nous avons pu mettre en place des systèmes qui ont permis de pouvoir faire cela. Alors, sans conteste, on peut dire que le Mali a bénéficié justement de vos nombreuses expériences passées à la tête de l'Union internationale des télécommunications. Oui. J'ai fait bénéficier le Mali sans discrimination, évidemment, parce qu'il y a peut-être des auditeurs non maliens qui me regardent aujourd'hui, parce que j'étais en mission pour le monde entier. Je me suis assuré que le Mali ne restait pas à la traîne, mais j'ai travaillé aussi pour les autres pays. J'ai aidé beaucoup de pays, c'est pourquoi d'ailleurs ceux-ci m'ont fait des distinctions honorifiques aussi. Et donc, je crois qu'à l'arène internationale, on peut aider son pays tout en aidant les autres pays. Et j'ai eu la chance d'être au plus haut niveau des télécommunications. C'est le rêve que tout ingénieur de télécommunications pouvait avoir, l'Union internationale de télécommunications. Donc, avoir un impact. Pour vous illustrer, en fait, le résultat des actions que j'ai pu mener au sein de l'UIT, je vais vous dire, en 1999, quand j'arrivais pour la première fois à l'UIT, le taux de pénétration téléphonique en Afrique était de l'ordre de 5%. Et quand je quittais en 2014, c'était presque 70%. Quand même. En 1999, on faisait une comparaison assez simple. Il y avait plus de téléphones dans la seule ville de New York que dans toute l'Afrique. Dans la seule ville de New York que toute l'Afrique. Évidemment, quand je quittais, il y avait plus de téléphones en Afrique que dans tous les États-Unis. Dans tous les États-Unis. Et donc, cela pour vous montrer qu'il y a eu un progrès significatif qui s'est passé. Absolument. Évidemment, ce n'est pas la couverture en téléphonie seulement, mais il y a eu les progrès. L'Afrique s'est décomplexée pendant ma période là-bas. Et c'est ça ce que je voulais. Je m'en suis fait une mission, parce qu'après tout, nous sommes des ingénieurs, on étudiait dans les mêmes écoles, et souvent on les battait. Et comment ça se fait que quand on revient à l'école, on est battu? Et donc, il y avait une certaine confiance qui était revenue, beaucoup de gens qui ont apprécié ma présence là-bas, et donc avec lesquels nous avons travaillé, et on a pu vraiment avoir ces résultats-là. On vous colle l'étiquette, volontiers, l'étiquette de la télécommunication, et tout le monde sait que l'économie numérique, la télécommunication peut être un facteur favorisant pour le développement. Pour faire un pas dans l'envergure nationale, la candidature à la présidentielle qui fait partie de vos ambitions,
Retournant un peu en arrière, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, donc le président sortant, avait fait une promesse de campagne, un étudiant, un ordinateur. Pour le moment, on ne l'a pas vu. Quelles sont vos impressions sur ce projet, un ordinateur pour un étudiant? Je me présente comme quelqu'un qui n'a jamais été mêlé dans la gestion, si elle a été bonne ou mauvaise, dans la gestion. Et donc, je me présente comme un homme nouveau. Donc, c'est très important. Les technologies de l'information et de la communication, c'est la base, le fondement du développement d'un pays. Ceux, les pays qui l'ont utilisé comme fondement ont réussi. Parce que c'est une industrie à part qui crée des emplois, qui crée des entreprises, mais aussi c'est un outil pour tous les autres secteurs. Et c'est pourquoi d'ailleurs au début du mandat de IBK, en 2013, j'ai proposé de faire une vision pour le Mali, un plan sur les technologies de l'information et de la communication qui allait aboutir à la création d'entreprises et d'emplois. Et j'avais demandé à l'époque au Premier ministre Tatamli de me confier 2 jeunes que j'allais coacher. Je pouvais faire cette vision-là en 2 ou 3 jours, parce que je l'ai fait pour d'autres pays. J'avais le blueprint déjà, mais j'ai exigé à le faire avec 2 jeunes au moins, à qui je pouvais faire un transfert, non seulement de mes connaissances, et de mes réseaux aussi, et on l'a fait ensemble. On m'a confié un jeune de l'AGETIC Diallo, et un de la MNRT, QAT, des jeunes très brillants, avec lesquels nous avons travaillé pendant 2 mois, et nous sommes sortis avec un document, une vision 2020, Mali 2020, qui ferait du Mali un pays émergent dans le domaine d'éthique. Bon, évidemment, le suivi, ça dépendait du gouvernement. Je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. Mais dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, moi, je compte en faire un pilier. C'est la chose que je connais le mieux. Donc, je m'impliquerai beaucoup dans cela. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'éducation sans technologie de l'information et de la communication. Nous ne pouvons pas parler de santé, ni d'agriculture, ni d'économie sans technologie de l'information et de la communication. Et évidemment, même c'est un outil, même pour se faire élire. Donc, nous utiliserons cela le moment venu, pendant la campagne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait des stratégies qui sont partagées, avoir une vision commune qui est partagée avec l'ensemble de la population. Et ça, il faut le faire dans chaque domaine, que ce soit l'éducation. Il faudrait quand même une réforme du système éducatif. Il y a des matières qui ne sont pas enseignées aujourd'hui. Si on ne les enseigne pas, nos enfants seront des illettrés. Je parle par exemple de la programmation. Oui, absolument. C'est le langage de l'intelligence artificielle qui est donné. C'est des programmes qui sont étudiés dans toutes les universités, dans toutes les écoles, à partir du jardin d'enfants aujourd'hui, dans les pays avancés. Et c'est ce que nous devons faire. Une réforme dans ce sens-là est nécessaire. Il faudrait former les formateurs. Il faudrait avoir un programme aussi, une réforme agraire. L'agriculture au Mali, pendant ces 4 dernières années, on n'a fait aucune touche là-dessus. Et chaque secteur que vous prenez, vous allez avoir un certain nombre de plans à mettre en œuvre. Et les technologies de l'information et de la communication vont être un outil pour faire avancer cela. La santé. Nous avons malheureusement aujourd'hui un système de santé qui fait que c'est les dirigeants qui vont se soigner à l'extérieur. Alors qu'ils devaient se soigner ici et acheter les appareils et les équipements qu'il faut pour cela, faire la formation qu'il faut pour que le reste de la population en bénéficie. Excusez-moi, on n'a toujours pas compris cet état de fait, parce que les pauvres souffrent, ceux qui ont les moyens, comme vous venez de le dire, vont se faire soigner en France, aux États-Unis et d'autres même au Maroc. Mais justement, avec l'avancée d'éthique, il y aurait cette possibilité à des coûts vraiment acceptables. Non, et cela n'a rien à voir avec l'éthique en fait. C'est une question de politique. D'accord. Et nos gens vont se soigner au Maroc ou en Tunisie. Mais ils étaient au même niveau de développement que nous en 1960. Absolument. Qu'est-ce qui nous arrive, voyons, hein? Mais si le chef lui-même va se soigner à l'extérieur, mais qu'est-ce que vous voulez? Et donc, c'est une question de principe, une question de leadership qu'il faut mettre en place.
Et puis le budget est assez quand même élevé, le budget de la santé aujourd'hui. Mais donc il faut qu'il soit utilisé dans les formes. Le budget de l'éducation, vous savez combien on dépense par an pour l'éducation? 249 milliards, quand même. Où est l'impact sur l'éducation aujourd'hui? Nous devons revoir ces choses-là et nous assurer que les fonds sont utilisés à bon escient. À bon escient, absolument. Alors, monsieur Dr Touré, avant d'aborder le chapitre politique de votre parcours, on va dire, moi, j'aimerais bien que vous jetiez un regard critique sur la liberté de la presse au Mali. J'ai mon avis sur la presse quand même dans notre pays, qui doit être une presse libre. Et surtout la presse nationale, quand même, devait donner beaucoup plus d'exposition aux autres candidats ou aux autres personnes qui ont des avis contraires aujourd'hui pour stimuler les débats. Mais cela, il y a quand même beaucoup d'améliorations à faire dans ce domaine-là. Le Mali compte aujourd'hui 3000 villages qui n'ont pas accès au téléphone. Est-ce compréhensible? Non, ce n'est pas compréhensible. La couverture nationale doit être un des critères importants qu'on doit exiger aux opérateurs. Vous savez, quand vous mettez en place un système de communication, l'autorité de régulation regarde en général 3 paramètres. La couverture nationale, 2, la qualité de service, et 3, les prix, les coûts. Et la couverture nationale doit aller en agrandissant. La qualité de service aussi doit monter et les prix doivent baisser. Si un de ces paramètres-là va dans le sens contraire, évidemment, on se doit de prendre des mesures réglementaires qui permettront de stimuler la compétition. Et c'est pourquoi, quand on avait un seul opérateur qui était un monopole, eh bien, tous les services allaient dans le mauvais sens. Une fois qu'on a eu un deuxième opérateur, il y a eu déjà un rebalancement de la qualité de service. Les prix ont baissé un tout petit peu. Évidemment, à un niveau donné, ça stagne. Et puis, donc, on refait en envoyant un troisième opérateur. Et c'est ce qui est en jeu maintenant. Et je pense qu'avec l'arrivée du troisième opérateur, qui, j'avoue, a beaucoup tardé à venir, mais maintenant est en train de faire sa phase finale de test, cela va encore secouer le marché et puis ça va faire améliorer les services. Mais en plus de cela, il faut aller au-delà du téléphone comme pour juste communiquer. Il faut aller les technologies de l'information et de la communication comme un outil de développement. Et c'est comme l'énergie. Il faut aller au-delà de l'énergie pour juste donner comme source de lumière, mais plutôt l'énergie comme source de développement, où il y a des industries derrière, où il y a des manufactures derrière, où il y a des petites et moyennes entreprises qui vont en faire un bon usage pour faciliter la vie des gens. Et donc, pour cela, le gouvernement doit mettre en place un certain nombre de politiques qui va stimuler la création d'entreprises dans beaucoup de domaines qui, à leur tour, vont créer des emplois. Des emplois, oui. Ça me fait revenir à l'APEJ que nous avons ici, qui est l'Agence pour l'emploi des jeunes. Le E, moi je maintiendrai l'APEJ, mais sans le E ne sera pas emploi des jeunes, mais sera plutôt entrepreneuriat des jeunes, qui va créer des emplois et qui va créer des richesses. Parce que l'objectif final, c'est quoi? C'est créer des richesses, améliorer la vie des citoyens. Le quotidien des Maliens. Vous comprenez? Mais nous avons tendance à penser négativement. Pendant longtemps, on a mis des programmes en place qui avaient tendance à aller vers la réduction de la pauvreté. Pourquoi vous voulez réduire ma pauvreté? Une pauvreté réduite, c'est toujours la pauvreté. Absolument. Je vais plutôt vers la création des richesses. Des richesses, oui. Et comme vous le savez, l'adage qui dit, on ne s'enrichit pas avec son propre argent, on s'enrichit avec l'argent des autres. Il faut, dans ce cas, mettre des programmes en place qui vont attirer l'investissement. Et là, on a tellement de potentialités dans ce pays-là, en plus de nos ressources naturelles. Nous avons la meilleure ressource naturelle qu'on a, c'est les cerveaux. Nous avons 19 millions de cerveaux. Ces cerveaux bien formés peuvent faire des miracles. Nous avons vu des pays qui n'ont aucune ressource naturelle, mais qui, avec la puissance de leur cerveau, se sont mis au travail et ont développé de grandes choses. La Corée du Sud est un exemple.
Absolument. Alors, vous êtes attendu, docteur Touré, sur un terrain. Beaucoup de gens, justement, s'accordent à dire que vous êtes, entre guillemets, novice en politique. Quelles sont finalement les stratégies sur lesquelles vous vous appuyez pour vous lancer dans l'arène afin de conquérir le pouvoir? Il n'y a pas des diplômes d'être président. Si il y avait des écoles, je crois que certains de nos dirigeants auraient échoué. Ça aurait été mieux d'ailleurs, oui, mais ce n'est pas le cas. On le voit. Oui. Mais donc, avec l'expérience que nous avons de gestion dans le monde entier, je crois que c'est une expérience qu'on peut mettre à la disposition de son pays. Et donc, moi, je défie quiconque de venir me prouver que l'expérience que j'ai pu accumuler, que j'ai pu donner à certains pays qui en ont fait un bon usage, que je ne pourrais pas le faire dans mon pays ici. Et je crois que il y a beaucoup de Maliens très brillants dans beaucoup de domaines que nous pourrons amener ensemble. Vous savez, il faut changer les structures de l'État. Et il faut avoir... bon, d'abord, nous avons le processus même de nomination de nos ministres dans nos pays, font que nous nommons des ministres qui viennent apprendre sur l'État. Certains ministres vous diront, à leur premier jour, vous diront à leur cabinet, écoutez, moi je suis là pour apprendre, je compte sur vous. C'est une façon de montrer qu'ils sont humbles. Mais je m'excuse, un ministère n'est pas une école. On ne vient pas pour apprendre. Donc il faut mettre des gens qui ont déjà une vision sur leur département, qui ont une connaissance de leur département. De leur département. On peut ne pas être d'accord avec leur vision, mais ils doivent en avoir quand même. Donc on ne vient pas apprendre. Et ça, c'est un premier principe. Et deuxièmement, il faut les accompagner de façon à ce qu'on synchronise tous les programmes de développement dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Afin qu'ils puissent être complémentaires. Qu'on n'aille pas en silo, séparément, de façon qu'il y ait une coordination qui permettra que chacun va ajouter de la valeur sur l'autre département. Quand vous parlez de technologie de l'information et de la communication, ça ne va pas s'arrêter au ministère des technologies de l'information. Mais le ministère de l'Agriculture a son mot à dire parce que il va être un grand utilisateur. Le paysan va pouvoir utiliser cette technologie-là pour savoir son niveau d'engrais dans son champ, pour avoir le niveau de pluviométrie, mais aussi pour vendre ses produits plus tard. Et pour gérer même ses stocks. Le ministère de la Justice ou le ministère de l'Économie auront autant de besoins. Tous auront les mêmes logiciels. Souvent, il y a certains logiciels qui seront communs. Certaines, la protection, la cybersécurité va être commune pour tout le monde. Et donc, il y a des économies d'échelle que l'on peut avoir si un gouvernement se met vraiment à travailler ensemble en toute collégialité. Et ça, c'est important. Mais vraiment, je dois dire que le dialogue a disparu dans notre pays. Il faudrait qu'on remette les Maliens au dialogue. Il faut qu'on puisse commencer à se parler. Souvent, même ne pas être d'accord au départ. Mais une fois, à la fin des discussions, que le leader a pris une décision, et bien que tout le monde l'accompagne. Et là, c'est comme ça qu'on peut réussir un pays. Alors, docteur Touré, vous avez créé votre mouvement qui s'appelle Alliance Kaira, n'est-ce pas, si je ne m'abuse. Et nous avons appris de nos invités sur ce même plateau que vous faites partie d'une plateforme de 11 candidats potentiels à la présidentielle de juillet prochain. Bon, on s'attendait évidemment à l'organisation des primaires au sein de cette plateforme pour désigner un candidat unique. Mais avec l'annonce officielle de la candidature de Moussa Maral, on n'est pas en droit de se demander si le consensus au sein de cette plateforme n'est déjà pas voué à l'échec. Non, pourquoi? Parce que, vous savez, on n'a pas voulu organiser les primaires. D'accord. On est en train de vouloir avoir le consensus. Parce que, excusez-moi, un de nos invités avait laissé entendre que des primaires seront organisées au sein de... C'était une façon de parler, peut-être voilà, en disant c'est sous forme de primaires, mais c'est on veut arriver à un consensus. Et les primaires peuvent aboutir à un consensus aussi. D'accord. Mais le Malien n'est pas prêt pour les primaires. Vous savez, mentalement. Si les primaires pouvaient marcher, si le Malien pouvait s'entendre, la démarche serait au pouvoir ici pendant 100 ans. Dès qu'on a organisé les primaires en 2002, la démarche s'est cassée en petits morceaux. C'est pourquoi nous avons plusieurs partis maintenant. Donc c'est un phénomène culturel qu'il va falloir discuter très franchement et le revoir.
ceux que nous avons essayé de copier en démocratie font des primaires. À la fin des primaires, le gagnant est applaudi par tous les autres. Hein? Allez-y aux États-Unis, vous trouverez des couples où l'homme est démocrate et la femme est républicaine, et ils s'entendent. Vous aurez deux amis qui vont jouer au golf après, mais après avoir fait un débat ou à la télé. Ça n'existe pas chez nous. C'est un problème qu'il va falloir revoir. Et donc la démocratie n'est pas arrivée à ce niveau-là. Nous essayons on a commencé ce groupe-là, on était 5. 5 Oui. Au départ. Au départ, d'autres sont venus se greffer à nous. Et ils avaient l'intention de pouvoir, ils ont vu que c'est bien d'aller en groupe que d'aller seul. Eh bien, on continue, le dialogue continue. On n'est pas encore arrivé à la fin de ce processus-là. Et moi, je pense que ce groupe-là est à saluer parce que chacun y a mis du sien. Au-delà de la sélection, que ce que certains voient comme un objectif final, mais il y a des discussions qui se tiennent. Chaque dimanche soir, on se retrouve à 19h pour discuter. Et on discute à bâton rompu sur plusieurs choses concernant l'avenir de notre pays. Et ça, c'est important. Mais pendant ce temps, l'annonce de la candidature d'un ne génère-t-elle pas les autres? Pas du tout. Voilà, pas du tout. Ça, la question. On avait annoncé ma candidature potentielle déjà en décembre. Potentielle. La mienne, on l'a fait parce que comme je n'étais pas politicien, il fallait bien qu'on me jette sur l'arène pour que les gens commencent à me connaître. Et c'est tout. C'était une annonce potentielle et on l'a fait. D'ailleurs, si je ne l'avais pas fait à ce moment-là, je ne serais pas peut-être invité sur ce plateau-là aujourd'hui. Oui, absolument. C'est bien compris. Parlez-nous un peu de l'implantation de l'Alliance Kaira. Eh bien, nous sommes en train de nous implanter dans toutes les régions du pays. Je viens de Gao, juste avant-hier, où nous avons fait le lancement de l'Alliance, et dans de très bonnes conditions. Évidemment, ça nous a permis de savoir la hauteur d'esprit des habitants de Gao. D'abord, je reviens très satisfait de cette ville-là, où j'ai vu des gens nobles. Il y a une noblesse dans cette ville-là, et les gens ont une façon de travailler ensemble, on sent l'entente. L'entente, oui. L'insécurité qui règne là-bas aujourd'hui, si cette insécurité s'en va, cette région du Mali va faire un boom. Vous faites comment? Vous mettez en place des cellules, des comités? On fait des comités de coordination, de coordination dans chaque région, dans chaque commune. Les 703 communes du Mali seront couvertes avant les élections, et nous aurons aussi des partis politiques partenaires sur lesquels nous allons compter aussi, qui vont travailler avec nous. Quelle sera donc la prochaine étape? Parce que c'est intéressant d'aller fouler le sol de Gao, évidemment, mais Tombouctou, il y a Taoudéni, il y a Kidal. On aimerait connaître la prochaine étape. Toutes les régions du Mali sont planifiées. D'accord. Je vous dis que la semaine prochaine, nous planifions des grandes activités dans la région de Kay et aussi Sikasso. Toutes les régions accessibles, dites-vous? Oh non, mais toutes les régions du Mali doivent être accessibles. Le Premier ministre vient de faire une visite à Kidal. Donc, c'est sûr que c'est Kidal dont vous parlez, mais il serait normal que nous allions à Kidal. Le Premier ministre est parti là-bas, ça fait partie du Mali, et nous devons nous faire entendre là-bas, et c'est des Maliens. Et tant que nous sommes dans une situation où on a un seul pays, nous devons nous assurer qu'on le fait dans toutes les régions du pays. Le Mali, c'est notre bien commun à nous tous. Alors diriez-vous sur ce plateau, comme notre invité de la semaine dernière, que notre pays est au bord du précipice? Si oui, quelle solution faudrait-il pour le tirer de là avant qu'il ne soit trop tard? Oui, bon, il a utilisé le bord du précipice. Moi, je dirais qu'on est en train d'aller droit au mur. Oui, c'est l'expression que j'utilise plutôt. D'accord. Et on le voit le mur venir, et il faut qu'on fasse quelque chose. C'est ce qui a poussé des gens comme moi qui ne faisaient pas la politique. J'avoue que depuis 1968, après le coup d'État, le premier coup d'État de Moussa Traoré, beaucoup d'intellectuels se sont dégagés de la politique. Et c'était une erreur. Nous tous, on l'a fait. Et ne pas faire de la politique aussi, c'est une politique, mais c'est une mauvaise politique. On se rend compte que, et si vous ne faites pas la politique, vous serez dirigé par des gens moyens, et vous pouvez faire mieux qu'eux. Et donc, et votre avis ne comptera pas. Et donc, certains des intellectuels ont commis l'erreur, comme moi je l'ai fait, mais écoute, il n'est jamais trop tard. C'est notre pays, nous avons une responsabilité de tout mettre en œuvre pour qu'on remette notre pays sur pied.
que le pays se développe et qu'on soit fier de dire partout qu'on est malien. Actuellement, on est en train de perdre cette fierté-là, il faut le dire. Hein? Et j'ai vu des pays qui ont traversé des moments plus difficiles que ça et qui s'en sont sortis, qui se sont réveillés. Mais c'est une question de leadership, parce que les gens vont suivre le leader. Et malheureusement, nous avons vu un manque de suivi ces dernières années, et donc il faudra corriger. Et cela, il faut le faire sans critique. Et les actions que nous menons ne sont contre personne, c'est pour notre pays, c'est pour le Mali. Et je le dis fièrement, qui veut l'entendre. Absolument. Alors, vous l'avez dit, vous n'avez jamais été ministre dans un quelconque gouvernement au Mali. Ça peut être un de vos atouts, hein, docteur Touré. Quels sont finalement, ou sinon, quelle est votre vision pour l'émergence socio-économique et culturelle du Mali d'ici à l'horizon 2022-2023? Oui, le fait de n'avoir pas été mêlé dans un gouvernement précédent, ça peut être vu comme une faiblesse, mais comme une force aussi. Et effectivement, la force est que je n'ai pas été mêlé je peux tranquillement dire que je n'ai pas été mêlé à une gestion désastreuse, si ça a été le cas. Et je ne veux pas faire de jugement là-dessus, je laisse aux Maliens de juger dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Et donc, ça peut être un atout. Un atout, absolument. Mais en même temps, je peux vous dire que j'ai été conseiller présidentiel de plusieurs chefs d'État et j'ai vu dans ces pays-là les choses sortir. Et donc je sais comment on peut gérer un pays. Et j'ai su comment ces gens-là, puis ces chefs d'État, ces leaders se sont comportés avec des principes de base. C'est pourquoi vous verrez dans mon manifeste que j'ai mis en place, j'ai pas voulu mettre un programme politique. J'ai fait un manifeste qui est basé sur une vision, qui est élu à cette vision-là, elle est basée sur des principes directeurs. D'accord. Principes d'équité, de droiture, principes de langage de la vérité. D'accord. Qui, si on les met en place, on peut vraiment mettre en œuvre n'importe quel programme de développement. Une bonne frange de la population estime que les politiques ont failli pendant près de 27 ans et que ce sont les mêmes qui reviennent et qui sont comptables d'une façon ou d'une autre de la gestion, bon, entre guillemets, chaotique du pays. Auriez-vous le sentiment d'incarner cette nouvelle classe de gestionnaires utile pour un autre Mali, parce que vous avez une vision, on vient d'en parler. Oui, évidemment. Quand tu es nouveau, on doit te donner le bénéfice du doute. Oui. Au moins ceux qui ont géré, on sait à 100% qu'ils ont soit volé, soit menti, soit ils ont été corrompus. Mais toi, quand tu viens... Estimez-vous qu'il y en a beaucoup dans ce pays? Il y a encore beaucoup de Maliens honnêtes. C'est la question que je posais à mes collègues. Au moment où je me lançais dans cette course-là, je me disais, est-ce qu'il y a encore des Maliens honnêtes? Ils m'ont dit oui, et on va vous les montrer. Et chaque jour, j'en trouve. Et il y a beaucoup de Maliens qui veulent dire, écoutez, on arrête maintenant. Et chacun de nous, quand on accuse les gouvernements passés de mauvaise gestion, nous sommes tous fautifs. Hein, oui, voilà, absolument. Quand nous parlons de corruption, il y a ceux qui donnent, ceux qui prennent. Je n'ai pas fait la main vers vous parce que vous donnez et vous prenez aussi. Mais il y a ceux qui donnent et ceux qui prennent. Mais il y a ceux qui sont silencieux devant cette situation et qui ne disent rien, qui sont aussi fautifs que ceux qui le font. Oui. Et moi je dis, je fais partie aussi par absentia. Je n'étais pas là. Mon fils peut me demander un jour, mais papa, pourquoi tu n'étais pas là? Qu'est-ce que tu as fait? Oui. Et j'aurais honte de le parler. Et c'est ça justement. Et tout ça qui m'a amené à dire, écoutez, je vais me mêler dans la gestion de mon pays et je vais prouver la différence. Et je dis, je reviens à votre question, qui, au moins, on peut me donner le bénéfice du doute. J'ai 50% de chance de pouvoir faire bien ou 50% de chance de ne pas faire bien. Tu comprends? Et là, mais les autres, on sait qu'à 100%, ils ont failli. Et on sait que la même formule, les mêmes ingrédients vont donner la même sauce. Vous avez côtoyé les plus grands du monde. On a vu dans la vidéo Nelson Mandela, paix à son âme. Vous avez côtoyé les plus grandes sommités de ce monde-là. Est-ce que ça peut être vraiment un atout pour vous pour accéder non seulement au pouvoir et tirer le Mali vers le haut? Oui, quand on approche ces grands hommes-là, on apprend toujours de certains d'eux. Bon, alors, chacun, est-ce qu'on peut réellement tirer
l'avantage de cela, et ça dépend de tout un chacun. Moi, je vous dis que j'ai eu la chance de côtoyer ces grandes personnalités. J'ai eu avec beaucoup d'humilité d'ailleurs, beaucoup de chance, et j'ai appris beaucoup. Et certains m'ont utilisé dans le processus de mise en œuvre de leur programme dans leur pays. Et donc, ça, j'ai appris beaucoup. J'ai appris avec certains milliardaires leur humilité. Et je me souviens, M. Slim, qui a été l'homme le plus riche du monde à un moment donné, et le Mexicain, qui m'a dit: Amadoun, vous pouvez être riche, très riche d'ailleurs, et dormir sur vos deux oreilles tranquillement. Vous n'avez pas besoin de tricher ni de voler pour cela. Si les taxes sont 80% dans un pays, vous faites votre calcul, si vous pouvez tirer votre épingle du jeu, vous investissez. Et si vous ne pouvez pas le faire, si vous ne pouvez pas tirer, ne mentez pas, ne trichez pas, n'investissez pas tout simplement. Et donc, voilà des leçons d'humilité que j'ai appris des grands hommes de ce genre-là. Et c'est un autre Richard qui me disait que la phrase que j'ai répétée il n'y a pas longtemps, que vous ne pouvez pas vous enrichir avec votre propre argent, c'est avec l'argent des autres. Et pour cela, il faut mettre en place un programme qui est attractif, où ils vont faire des profits certes, mais vous allez en bénéficier. Mais cela me ramène aux grandes richesses que nous avons au Mali. Quand on parle de rébellion dans le nord, ou de l'insécurité qui est due à la situation que nous connaissons, mais vous allez à Caille, vous allez dans la région de Caille, dans les régions où on tire de l'or, mais c'est la désolation en passant les villages devant lesquels on passe. Ils avaient mille raisons de se révolter. Heureusement, je ne leur demande pas de le faire, je demande de se calmer, parce que nous allons travailler ensemble avec eux. Il faudrait une répartition des richesses dans le pays. Au moins un tiers des richesses qui sont soutirées d'une région doit être réinvesti dans cette région. De façon automatique. La même chose, je parlerai de décentralisation, qui est nécessaire. On est en train de le faire à Kidal maintenant, parce qu'on a été forcé par les rebelles. Mais écoutez, pourquoi vous allez mettre quelqu'un de Ségou comme gouverneur à Caille? Qu'est-ce qu'il connaît dans la culture? Quelle ambition il a pour la ville? Pourquoi vous mettez un Mopticien comme gouverneur à Tombouctou ou Gao? Mais prenez un autochtone. Il avait un rêve pour son pays, pour sa ville natale. Il va gouverner. Un seul leader que vous choisissez, les autres membres de l'administration peuvent être quand même du reste de la République, il n'y a pas de problème. Mais ayez un leader de la région. C'est pourquoi d'ailleurs, et quand ça va chauffer, ils ne vont pas partir. On a eu des gouverneurs qui ont fui Gao et Tombouctou quand il y a eu la rébellion. Absolument. Vous croyez que s'ils étaient de Tombouctou et de Gao, ils allaient partir? S'ils étaient partis, ils allaient avoir honte de revenir. Mais parce que c'est chez eux. Le maire est resté. Ousmane Allé, que je connais très bien à Tombouctou, il est resté pendant tout le match. Il s'est battu. Vous comprenez? Oui. C'est ça. Et c'est des choses très simples. Il suffit la décentralisation ne veut pas dire une perte de pouvoir, mais plutôt pour mieux faire. Vous me mettez gouverneur dans ma ville natale. Depuis que j'étais tout petit, je rêvais de voir goudronner la route qui menait à mon école. Oui, c'est l'une de vos priorités. Je vais faire une priorité. Oui, bien sûr. Mais écoutez. Oui, ça paraît tellement évident. Ça paraît aussi simple que ça. À quel instant avez-vous décidé d'être candidat à la présidentielle? C'est une question... On s'achemine d'ailleurs vers la fin de cette émission. Oui, c'est une question importante. Docteur Touré. Je vais vous dire. C'est le jour de la prise de Djabali, de Kona. De Kona. Où le président a dit qu'ils ont dépassé la ligne rouge. Je ne pouvais pas penser qu'il y aurait une ligne rouge au Mali. Vous avez cette grande tache rouge, les 2 tiers du pays occupé, et vous parlez de ligne rouge. Ça veut dire qu'il y a 2 Mali. Et ça, c'est pas normal. Étant né dans le nord, grandi dans le sud, je me sens malien à part entière. C'est à partir de ce jour-là que je me dis non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Et le pays est divisé aujourd'hui en nord, sud, est, ouest, centre. Le pays est divisé en Maliens de l'intérieur, Maliens de l'extérieur. C'est grave. Il faut qu'on revienne sur nos fondements de base. Un seul Mali.
Et c'est ça qu'il faut. Les Maliens de l'extérieur sont souvent considérés comme des vacanciers, depuis la phrase célèbre pendant les élections de 92. Écoutez, les Maliens de l'extérieur contribuent beaucoup au développement de ce pays. Il y a plus d'argent qui rentre que l'argent du développement. Oui. Et c'est les Maliens qui contribuent, qui aiment beaucoup leur pays, qui sont conscients qui sont en train de représenter leur pays partout, dans tout ce qu'ils font. Comme je vous l'ai dit au départ, si un Malien à l'extérieur, il se dit toujours, si je fais du bien, on dira du bien de moi, mais si je fais du mal, on dira que c'est le Malien. Et fièrement, on se bat tous les jours pour rehausser le drapeau de ce pays-là. Et donc, le pays est divisé, et il va falloir revenir à nos fondements. Alors, docteur Touré, on est pratiquement à la fin de cette émission. Mon cher collègue de la presse écrite, je ne sais pas si vous avez une dernière question. Sinon, on va faire réagir notre invité par rapport à la faisabilité du scrutin présidentiel du 29 juillet. Et puis, voilà le dernier mot, docteur Touré. Oh là, justement, ces genres de scénarios ne devaient même pas être posés. Parce que ceux qui posent ces questions-là, ces scénarios-là, c'est des scénarios macabres, je dirais. Macabres. Et il faut l'éviter. Il faut qu'on aille aux élections le 29 juillet. Et je suis content que le Premier ministre l'a déclaré, et très fermement. Et je sais que c'est un homme de parole. Et donc, je pense que, d'ailleurs, s'il était là, Premier ministre, dès le départ, le pays n'en serait pas là aujourd'hui, en réalité. Peut-être que moi, je ne serais même pas candidat, si c'était le cas. Parce que je connais la valeur de l'homme. Mais ce que je veux dire ici, c'est surtout... il faut éviter des scénarios qui préparent la mentalité des gens à des reports, qui préparent la mentalité des gens à une phase de transition. Vous savez qu'à chaque fois qu'on a une transition, le pays est retourné 20 ans en arrière. Et donc, c'est des périodes pour que certains politiciens puissent s'enrichir et organiser leurs propres élections. C'est pas sérieux. Il faut que nous pensions à l'intérêt du Mali. Et l'intérêt du Mali passe par une transition démocratique et l'organisation des élections le 29 juillet sans tarder. Et je crois que le Malien est prêt pour cela. Merci d'être passé sur le plateau de Sans langue de bois. On espère vous avoir prochainement pour peut-être rentrer dans les détails de votre programme que nous espérons bon. Voilà. Quand la campagne va commencer. Chers téléspectateurs, ainsi se referme cette émission. Nous avions comme invité le docteur Hamadoun Ibrahim Touré. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres numéros.